16e arrondissement de Paris, printemps 1985. La gare de Boulainvilliers se prépare à reprendre du service dans la liaison Vallée de Montmorency-Hermont-Invalides. Cette réouverture nécessite d'abord l'élargissement sur une longueur de 70 mètres d'un tunnel situé sous les fondations des immeubles de la rue de Boulainvilliers. Le caractère urbain de cet aménagement, destiné à prolonger les quais existants, a amené les responsables SNCF du projet à définir une conception rigoureuse des travaux. D'autant que l'ancien tunnel s'insère dans une structure géologique de faible rigidité, essentiellement constituée de calcaire et de sable. Problème posé donc, élargir le tunnel de 9 mètres à 13 mètres avec une limitation sévère des tassements. Solution ? Adopter un phasage permettant l'application de principes reconnus efficaces, amélioration préalable des terrains, renforcement du tunnel existant, excavation par petites parties relayée rapidement par un soutènement rigide, fermeture rapide de la structure définitive, avec comme hypothèse le cas de charge le plus défavorable et comme contrainte principale une limite de 20 mm pour le tassement avec mesure vérifiée tout au long des travaux. Première phase, les injections de terrain. Destinées à améliorer l'assise du futur ouvrage et à rendre plus aisée l'excavation en voûte, les injections ont été décidées en fonction des couches géologiques entourant le tunnel, en particulier pour améliorer son assise. La base des pieds droits reposait sur des sables de cuisse peu perméables, fins et argileux, peu propices aux injections. Il a fallu pourtant les traiter avec du gel de silice. Pour la voûte creusée dans un calcaire fracturé, c'est la bentonite ciment qui a été utilisée pour des injections volontairement limitées par souci d'éviter les soulèvements. Comment cela s'est-il passé? Comment les injections sont-elles disposées? Réponse avec l'image synthétique. Regardez. Voilà, le tunnel est injecté, hérissonné pourrait-on dire. Les travaux de renforcement intérieur peuvent maintenant commencer. Des structures métalliques réalisées à partir de cintres lourds constituent le renforcement provisoire du tunnel. La SNCF possède un stock de ces cintres qui ont été mis en place sur le chantier. L'ensemble des profilés HEB 300 boulonnés entre eux est assemblé de telle manière que leur géométrie s'adapte à celle du tunnel par l'intermédiaire de cales biaises. Ils ont été accolés 2 à 2, tous les 1,50 m,
pour que le travail puisse se faire avec suffisamment d'espace en voûte et que la structure installée permette des ouvertures pour les niches d'attaque des galeries latérales. Pour creuser les galeries latérales, aucune fraise d'attaque ponctuelle de dimension adaptée n'avait la puissance suffisante. Il a donc fallu faire appel à des petits brise-roches d'encombrement réduit et respecter les contraintes imposées, c'est-à-dire que les deux galeries latérales ne devaient pas se faire face sans que l'une au moins soit bétonnée et que leur bétonnage devait suivre l'excavation à moins de 12 mètres. Le phasage devait donc respecter ces conditions, tout en libérant rapidement une zone permettant l'attaque de la voûte au plus tôt. C'est donc en 6 plots de 12 mètres qu'a eu lieu l'exécution des pieds droits de chaque côté de l'ancien tunnel. Pour la voûte, premier travail a priori facile, démolir l'ancienne maçonnerie. Mais l'ancien tunnel avait été creusé de façon tout à fait traditionnelle et sa maçonnerie était très saine, très résistante. La faible longueur du tunnel, 70 mètres, interdisait pour des raisons économiques l'utilisation de grosses fraises de démolition d'attaques ponctuelles et l'usage des explosifs à un moment envisagé n'a pas été retenu. C'est donc encore à des brise-roches qu'il a fallu faire appel. La démolition de la voûte existante était immédiatement suivie d'un soutènement constitué de profilés HEB 160 disposés tous les mètres longitudinalement au tunnel. Des tôles de blindage étaient disposées par endroits pour assurer la sécurité du chantier et associées ensuite à du béton projeté pour les rigidifier. Les cintres lourds déposés, on passait alors au coffrage définitif de la voûte. La progression s'est réalisée par plots réduits de 1,50 m à partir des deux extrémités du tunnel. Deux attaques simultanées, deux coffrages de voûte sont allés à la rencontre l'un de l'autre. Dès qu'une longueur de voûte de 12 mètres se terminait, on commençait la réalisation d'un plot de radier. Par terrassement de 6 mètres de largeur dans les fausses glaises non traitées, le radier a suivi, en partant des deux extrémités, la construction de la voûte. Profitons de ces images classiques d'exécution du radier, qui se déroulaient sans problème particulier, pour donner quelques chiffres. Les déblais et démolitions représentent un volume de 6200 mètres cubes. Pour réaliser les injections, il a fallu forer 7 km 700 dans la voûte et les parois. 400 tonnes d'acier ont été abandonnées pour le soutènement et il a été utilisé 4000 mètres cubes de béton et 110 tonnes d'acier d'armature pour réaliser l'ouvrage.
Un ouvrage que l'on voit maintenant se terminer à la vitesse de la vision ordinateur. Pendant les 16 mois de la réalisation de l'ouvrage, des vérifications ont été effectuées constamment. Mesures de vibration qui se sont avérées très faibles, mesures de tassement qui sont dans l'ensemble restées inférieures à 15 mm alors que la limite fixée était de 20 mm et qui ont progressé régulièrement du début des travaux de démolition jusqu'au bétonnage du radier sans qu'à aucun moment un effet quelconque soit ressenti en surface. Commencés début 1985, les travaux du tunnel sont aujourd'hui finis et fin 1988, c'est ainsi qu'apparaîtra la gare de Boulainvilliers-la Muette dans la nouvelle liaison.